Une thèse se définit entre autres par son sujet, c'est-à-dire parce que le thésard veut découvrir, modéliser ou prouver. Mais un sujet de thèse n'est intéressant que s'il est réalisable avec des chances raisonnables de succès, et c'est le projet de thèse qui permet de porter un jugement sur cette question avant même que la thèse ne commence. La plupart des directeurs de recherche n'acceptent d'assurer l'encadrement d'une thèse que si le candidat peut fournir un projet de thèse assez solidement construit. Comme on peut s'y attendre, l'activité de recherche est l'une des activités dans lesquelles il y a le plus d'incertitudes. Il est donc fréquent que le sujet et le projet de thèse, tels qu'ils sont élaborés en début de thèse, subissent encore des inflexions, des changements, des coupures, voire même des réorientations majeures. Parfois, le thésard n'a apparemment pas de questions à se poser sur son sujet de thèse. Tel est le cas si le thésard est recruté pour accomplir une partie définie d'un contrat de recherche qui a été négocié en dehors de lui, souvent par son directeur de thèse. Tel est aussi le cas si le directeur de thèse est impliqué, même sans contrat, dans un programme de recherche qui combine ses propres travaux avec ceux de plusieurs de ses thésards. Ces situations ont une apparente simplicité, mais elles peuvent être très dangereuses si le thésard ne se pose pas les questions suivantes. Est-ce que le sujet me plaît et me passionne? Est-ce que le sujet est porteur? Est-ce qu'il est promoteur? Est-ce que ma thèse sera utile pour mon emploi? Est-ce que je suis capable de faire le travail? Ça, c'est le plus important. Savoir si la thèse sera utile pour l'emploi futur est une question importante que le doctorant doit se poser en préalable s'il inscrit sa thèse dans une démarche d'insertion professionnelle. Il arrive en effet que l'objectif du doctorat ne soit pas prioritairement professionnel et qu'il se situe plutôt dans une logique personnelle de réalisation, de réflexion intellectuelle, reposant sur un désir de validation d'une expérience professionnelle. Les objectifs professionnels et personnels ne sont pas exclusifs les uns des autres. La première question est donc de savoir si le sujet passionne le thésard, question cruciale puisqu'il va normalement consacrer 3 ans de sa vie sur le même sujet. Le thésard doit se demander si le sujet est porteur, promoteur, et ce que la thèse peut apporter à sa recherche d'emploi ultérieur. En d'autres termes, le thésard doit se demander si en faisant cette thèse dont le sujet lui est proposé, il a une bonne probabilité de faire une découverte importante pour la communauté scientifique ou pour ses futurs employeurs. À chaque moment et dans chacune des spécialités, il existe des sujets considérés comme plus ou moins intéressants, chauds, mûrs, ou au contraire plutôt éculés, sans réelle possibilité de faire une contribution significative. Dans ce domaine, le thésard doit tenir en compte à la fois du jugement de son directeur de thèse, de sa conviction personnelle et des avis des chercheurs du domaine. Si ces avis sont divergents, la décision d'accepter ou pas le sujet de thèse est une question difficile. La décision est également difficile à prendre si le sujet de thèse porte sur plusieurs disciplines. Le thésard doit savoir qu'il existe un risque que les évaluateurs de sa thèse, s'ils sont compétents dans une seule discipline, voient mal ce que sont les apports transversaux de la thèse et soient tous insatisfaits vis-à-vis d'une thèse qui ne respecte pas assez les canons de leur propre domaine. L'importance de ce risque est très valable selon les sujets, les époques et les membres du jury. L'une des questions importantes que le thésard doit se poser avant même de se lancer est: est-ce que je suis capable de faire le travail? Normalement, le directeur de recherche qui accepte d'encadrer votre recherche doctorale a l'expérience nécessaire et des données suffisantes pour le convaincre de vos possibilités. Il faut signaler que cette conviction ne donne aucune certitude. Faire une thèse demande des bases très solides et une bonne capacité à définir et commencer une recherche. Les étudiants qui ont terminé avec succès un master ne sont pas tous aptes à faire une thèse. On ne peut pas fixer de règles générales déterminant l'aptitude à faire une thèse
À ce niveau élevé des études, chaque personne est un cas particulier et de plus l'aptitude d'un candidat dépend aussi du sujet. Nous estimons qu'un candidat est dans une zone envisageable si dans son master de recherche il a environ 13 sur 20 de moyens au cours théorique, au cours méthodologique et au mémoire mineur et au moins 15 sur 20 au mémoire majeur. À ceux qui ne remplissent pas ces conditions, nous déconseillons en général de s'engager dans une thèse. Si le sujet de thèse n'est pas fourni par le directeur de thèse, la question se pose de savoir comment le futur thésard peut trouver un sujet. Il existe de nombreuses sources d'inspiration. Quelques-uns des plus classiques sont mentionnés. Par exemple, le futur thésard peut avoir une intuition personnelle. Par exemple, en sciences de gestion, il peut s'agir d'un modèle, des déterminants, d'une performance ou d'un nouvel outil de gestion. Une telle intuition peut être un bon point de départ. Naturellement, pour la transformer en un sujet de thèse, il faut s'assurer que d'autres chercheurs n'ont pas déjà travaillé dans cette direction et obtenu une bonne partie des résultats intéressants. Si on le fait, on trouvera leur production dans la littérature internationale de recherche. Le futur thésard peut s'identifier des sujets de thèse intéressants en analysant les publications et communications de recherche sur un domaine général qui l'intéresse. Une telle analyse révèle toujours des zones que les chercheurs publient ont négligées, des zones dans lesquelles ils ont obtenu des résultats insatisfaisants, des articles de recherche dont la méthodologie ou les résultats paraissent discutables. Ce sont autant de zones dans lesquelles une thèse peut apporter des progrès. L'idée d'un sujet de recherche peut aussi venir du terrain et de trois façons différentes. D'abord, l'immersion sur un terrain, par exemple lors d'un stage dans une entreprise, peut donner des idées. Le futur thésard peut aussi avoir des idées en conduisant des entretiens avec des cadres dirigeants, des managers, des ingénieurs, des techniciens, des clients ou d'autres personnes qui ont des caractéristiques communes. Par exemple, un ensemble de personnes qui sont toutes impliquées dans la gestion de partenariats avec des entreprises, que ce soit chinois ou français, etc., ou l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans un même processus d'innovation. Ensuite, le futur thésard peut être en contact avec des praticiens qui ont des idées ou des convictions et constater qu'une partie de ces idées n'a pas encore été explorée par les chercheurs. Et c'est encore le futur thésard saura si d'autres chercheurs ont déjà exploré la question de la littérature de recherche. Enfin, le futur thésard peut avoir l'occasion d'être accueilli par une entreprise qui lui ouvre ses portes. Il s'agira alors pour lui de trouver un type de sujet qu'il est possible d'étudier sur le terrain en question. La relation entre le sujet de recherche et les préoccupations du terrain mérite quelques éclaircissements. Généralement, les cadres dirigeants et les managers ont peu de connaissances sur l'état de recherche scientifique. Et donc, une partie de leurs questions a souvent déjà des réponses dans les publications. Et donc, elles ne sont pas des questions de recherche. Par définition, la recherche est la production de connaissances nouvelles. Mais le fait que les préoccupations du manager soient concrètes ne signifie pas qu'ils soient déconnectés de la recherche, puisque les recherches scientifiques peuvent avoir des objectifs ultimes qui soient pratiques. C'est généralement le cas en gestion par exemple. Par contre, dans d'autres cas, les objectifs des recherches peuvent être d'accumuler des connaissances qui auront des conséquences pratiques dans un délai de plusieurs décennies ou même d'étudier des phénomènes fondamentaux. Les connaissances nouvelles pouvant avoir des applications qu'on ne peut pas soupçonner dès à présent. En résumé, le chercheur est souvent amené à apporter au terrain ses compétences en contrepartie de la possibilité d'effectuer une recherche dont seule une partie pourra avoir une utilisation immédiate de l'entreprise qui lui a ouvert ses portes. Une conséquence de cette relation au terrain doit être soupçonnée par le futur thésard. Il faut qu'il veille éventuellement avec l'aide de son directeur de thèse à maintenir un équilibre entre d'une part le temps qu'il consacrera à sa recherche doctorale et d'autre part le temps qu'il devra consacrer à apporter ses compétences et son temps de travail aux entreprises et aux organisations qui l'accueillent.
Pour les besoins de la recherche, il n'est pas nécessaire que le sujet apporte des applications immédiates de l'entreprise. Par contre, l'activité de recherche comporte des liens avec des entreprises ou d'autres organisations et la contrepartie est souvent que le thésard apporte une utilité qui parfois est peu liée au sujet de recherche. L'origine d'une idée de sujet de recherche peut être une méthode de recherche, par exemple l'action recherche, le focus group ou la sémiotique en sciences sociales. Dans ce cas, le type d'interrogation scientifique passe au second plan. L'important est que le sujet, quel qu'il soit, puisse être étudié avec la méthode qui passionne le thésard. Il existe aussi une autre méthode pour trouver des sujets de recherche, que le chercheur commence par prendre l'une après l'autre les revues scientifiques bien cotées par le Centre national de la recherche scientifique, par certaines universités. Il lit les articles des 2 ou 3 dernières années, puis sélectionne les sujets et les méthodes qui paraissent les plus faciles. Le chercheur décide alors d'engager une recherche utilisant le même genre de méthode sur le même genre de sujet en se disant que cette tactique maximise les chances de voir accepter les propositions d'articles qu'il fera à la revue. Cette méthode est d'une grande efficacité, mais à notre sens, il est proche de l'imitation que de la création scientifique et n'est sans doute pas de nature à assurer une réelle productivité de l'activité de recherche. Bien entendu, un futur thésard peut combiner plusieurs des méthodes que je viens de citer pour trouver un sujet de thèse. Concernant le choix d'un sujet de thèse, il me semble nécessaire de revenir sur le lien entre la recherche et les applications. S'agissant des sciences de gestion, les connaissances produites doivent avoir des possibilités d'application dans les entreprises et les autres organisations. Dans certaines thèses, les possibilités d'application seront immédiates. Comme on l'a vu plus haut, l'idée d'un sujet de thèse peut venir de préoccupations pratiques de managers, d'ingénieurs ou d'autres professionnels. Pour d'autres sujets, les liens entre la thèse et les applications seront plus distants. Tel est le cas par exemple quand la thèse a pour objectif d'élaborer un modèle qui permet d'expliquer un phénomène lié à la gestion, par exemple l'usage de l'email par les technico-commerciaux ou la socialisation des nouveaux managers dans leur entreprise. Dans ces thèses qui sont plus distantes d'une application éventuelle, l'idée est de mieux expliquer les phénomènes pour que, par la suite, d'autres recherches utilisent ces explications scientifiques valides pour mieux développer des applications potentielles. Et cette relation entre recherche scientifique et application est la même dans toutes les sciences. Donc, à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple en sciences exactes. Roland Omnes en 1994 a montré comment la découverte de la loi de la gravitation universelle est le produit de 350 années de recherches diverses, marquées par de nombreux essais, de nombreuses erreurs, par de nombreux progrès modestes et quelques avancées plus décisives. Et quels que soient les domaines, les progrès sont parfois très rapides, mais ils demandent aussi parfois l'accumulation patiente de connaissances nouvelles pendant des années, voire pendant des décennies. Il y a des questions de recherche suffisamment mûres pour que les scientifiques parviennent à résoudre des problèmes pratiques immédiats, mais il y a aussi des questions pour lesquelles ils doivent d'abord faire progresser les connaissances de façon plus fondamentale avant de pouvoir passer à des recherches appliquées en résumé. Donc, une thèse peut avoir comme objectif de résoudre des problèmes pratiques immédiats, mais tel n'est pas toujours le cas. Donc, il n'est généralement pas suffisant d'avoir un sujet de thèse pour avoir l'accord d'un directeur de thèse, même lorsque le sujet est bon et nouveau par rapport à ce qu'ont fait les chercheurs du monde entier, même s'il est intéressant et susceptible d'être utile à court terme pour une entreprise. Encore faut-il que le sujet soit faisable par le thésard avec les moyens dont il dispose et dans un délai de 3 ans maximum avec des chances raisonnables de succès. C'est le projet de thèse qui permet de formuler un jugement sur ces questions. Un projet de thèse comporte le plus de détails possible sur les éléments suivants. Le sujet se définit par une phrase permettant de cerner le domaine de la thèse et sa contribution. La formulation initiale sera bien sûr susceptible d'évoluer.
La problématique. La problématique, c'est une interrogation de nature conceptuelle et il précise l'ensemble des types de variables et d'indicateurs de performance que le chercheur prendra en compte dans sa recherche. D'une certaine façon, on peut dire que c'est une modélisation simplifiée du monde. Par exemple, pour étudier l'efficacité de la gestion de l'innovation, une problématique utilisable consiste à se focaliser sur la définition et la programmation des tâches. Il existe d'autres problématiques, par exemple celles qui se focalisent sur les relations entre les départements de l'entreprise, les relations entre l'entreprise et les acteurs externes, la mobilisation et la coordination des compétences. De même, une recherche sur l'innovation peut se focaliser sur la vitesse de développement de nouveaux produits ou sur la créativité et la pertinence des innovations vis-à-vis du marché. Bien entendu, l'objectif d'une recherche est d'avoir des problématiques pertinentes les plus riches possibles. Cependant, la problématique est nécessairement limitée pour au moins deux raisons. D'abord, il y a les raisons de faisabilité de la recherche en fonction des moyens et du temps disponibles. Ensuite, il y a souvent la nécessité, quand on utilise une variable d'une théorie, d'utiliser aussi les autres variables de la même théorie pour que le travail soit scientifiquement pertinent. La troisième chose, c'est l'intérêt du sujet du point de vue conceptuel et du point de vue managérial. Les références de la littérature qu'on peut utiliser dans la thèse, les principales théories, les principaux modèles, les grands auteurs classiques et les travaux récents qui paraissent pertinents. La méthode de recherche envisagée, c'est-à-dire quelles variables seront mesurées, quelles méthodes seront utilisées pour opérationnaliser les concepts, quelles méthodes sont envisagées pour l'analyse et le recueil de données, par exemple, combien d'entretiens avec quel type de personnes, quel séjour d'observation en entreprise et quel questionnaire à utiliser ou à construire, ou encore quelle expérience à réaliser selon quel protocole. Il est impératif d'avoir des idées sur chacun de ces points, même si au stade d'un projet de recherche initial, il reste un bon nombre d'incertitudes. Un document d'une dizaine de pages est souvent suffisant pour que les directeurs de recherche contactés se fassent une idée de la viabilité du projet et on discute avec le candidat de thésard. Plus précisément, un projet de thèse permet d'aborder quelques questions. Le projet de thèse est-il scientifiquement pertinent? Est-ce que les principales théories existantes, les principaux modèles et résultats de recherche connus par le directeur de recherche sont bien mobilisés dans le projet de recherche? Est-ce que les concepts utilisés sont opérationnalisables ou pouvant être opérationnalisés sans trop de difficultés? Un concept ou une variable sont opérationnalisés si on peut trouver une méthode concrète pour les repérer ou les mesurer de façon fiable, scientifiquement valide. Le projet de thèse est cohérent. Par exemple, est-ce que le nombre de questionnaires à recueillir ou la durée d'observation en entreprise seront suffisants pour tester les hypothèses et élaborer une modélisation suffisamment scientifique? Les expériences privées permettent-elles le bon recueil des données, etc. Le sujet est-il réalisable dans le délai de 3 ans par une personne? Le candidat dispose-t-il des connaissances de base et des capacités qui lui permettront de comprendre ce qu'ont fait les chercheurs qui ont travaillé avant lui? Dispose-t-il des compétences nécessaires en matière de méthodologie? Quelle est l'ampleur des compétences nouvelles qu'il devra acquérir? Quels risques comporte-t-il le sujet? Il peut y avoir des risques concernant l'accès au terrain et l'accès aux données, mais aussi les risques de ne pas trouver des résultats de recherche supérieurs à ce qui a déjà été trouvé par d'autres chercheurs. Quelles sont les connaissances ou les conséquences possibles de la thèse sur les possibilités d'emploi ultérieures? Le jugement sur la viabilité du projet de thèse dépend de la culture scientifique du directeur de recherche. Elle dépend en partie des traditions scientifiques auxquelles ce dernier est attaché. La personne qui veut faire une thèse contacte souvent un des professeurs avec lesquels elle a travaillé pendant son master. Il doit s'agir d'un professeur ou d'un maître de conférence habilité à diriger des recherches. Il est aussi possible de contacter un directeur de recherche d'un autre centre de recherche en s'adressant de préférence à un directeur de recherche renommé ou à un directeur de recherche qui appartient à un centre de recherche renommé. Plusieurs éléments sont importants dans les choix des directeurs de recherche qui seront contactés. Le directeur de recherche a-t-il de nombreux
thésard a-t-il produit de nombreux docteurs? Que sont devenus ces docteurs? Le directeur de recherche a-t-il de nombreuses responsabilités? Aura-t-il le temps pour encadrer la thèse? Le directeur de recherche a-t-il l'expérience du type de sujet, de la théorie, de la littérature du terrain et de méthodologies qui sont envisagées dans le projet de thèse? Est-il très attaché à certaines théories, certaines méthodes, certaines façons de pratiquer la recherche? Dans ce sens, le candidat thésard ne doit ni surestimer ni sous-estimer les possibilités d'adaptation des directeurs de thèse. Tous les cas se rencontrent en pratique. Il existe des directeurs de recherche ouverts et multicompétents et d'autres qui pourraient être compétents dans de nombreux domaines, mais qui restent très ancrés sur une seule façon de concevoir la recherche. Le candidat thésard aura de la difficulté à aborder directement ces questions avec les directeurs de recherche. Il trouvera normalement une partie des réponses sur le site web du centre de recherche et dans les pages internet des directeurs de recherche. Pour le reste, il trouvera d'autres informations en discutant avec des thésards du centre de recherche et des thésards d'autres centres de recherche. Dans certains cas, il y a plus d'un directeur de thèse, ce que l'on appelle la co-tutelle de thèse ou la thèse en co-tutelle, se développe au plan international. La co-tutelle consiste à avoir deux directeurs de thèse appartenant à deux universités différentes. Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix de la co-tutelle. L'histoire du thésard, son cheminement propre conduit le doctorant à solliciter un second directeur de thèse. Cela ne se fait qu'avec l'accord du premier. La nature du sujet, qui peut être à cheval sur deux champs, conduit parfois le directeur de thèse à recommander au doctorant de prendre contact avec un autre directeur de thèse. Les doctorants étrangers peuvent souhaiter garder un contact avec leur université d'origine où ils pourront éventuellement être recrutés à l'issue de la thèse. Les partenariats internationaux encouragent parfois les co-tutelles. C'est le cas par exemple de l'accord cadre entre les universités québécoises et françaises. De la même façon, l'université Paris-Dauphine a signé un accord de double doctorat avec l'université Atalanta de l'États-Unis. La co-tutelle présente plusieurs avantages. Il permet tout d'abord d'avoir un double éclairage au cours de la thèse. Il conduit aussi parfois à une double diplomation. Dans une perspective d'internationalisation des marchés de l'enseignement et de la recherche, il multiplie les chances du futur docteur d'être recruté au plan international. Le même document de thèse peut en effet faire l'objet d'une seule soutenance débouchant sur l'attribution du titre de docteur de deux universités. Si elle présente des atouts, le doctorant doit savoir que la co-tutelle n'est pas cependant un long fleuve tranquille. Il multiplie en effet les procédures administratives. Il fait naître la possibilité de divergence de points de vue entre les directeurs. Le doctorant risque de se trouver dans une délicate position d'arbitre impuissant. Il convient donc que certaines conditions soient remplies en préalable au choix d'une co-tutelle. Une proximité culturelle, thématique, méthodologique, voire même personnelle entre les deux directeurs, un accord des deux directeurs sur le projet de thèse détaillé, un processus de décision en cas de désaccord entre les deux directeurs, donc conscient à ce sujet que dès l'accord initial, il soit convenu que dans ce cas, l'un des deux avis prime. Il appartient au fil du déroulement de la thèse que le doctorant informe régulièrement par écrit les deux directeurs et obtiennent leur validation à chaque étape importante. Le processus concret de déclenchement. Nous appelons ici processus concret de déclenchement de la thèse l'ensemble des actions et des événements qui se situent entre le moment M1 par exemple, où une personne a une vague idée de faire une thèse, et le moment où il a l'accord écrit signé d'un directeur de recherche qui l'autorise à s'inscrire en doctorat. Le processus ne consiste pratiquement jamais à trouver un sujet, élaborer un projet de thèse pour traiter le sujet. Puis contacter un directeur de thèse qui paraît approprié compte tenu du projet de thèse et recevoir une réponse positive du directeur de recherche contacté. D'abord, certains étudiants titulaires d'un master
écrivent directement par courrier à plusieurs centaines de directeurs de recherche pour leur demander de les prendre en thèse sur un sujet de leur choix, en précisant un sujet défini en une ligne. Nous n'avons pas d'informations générales sur le taux de succès de ces démarches et sur les taux de succès des thésards qui commencent une thèse dans ces conditions. Disons, peut-être sont-nous biaisés, mais nous pensons que le premier taux qui est très faible et le second quasi nul. Donc nous déconseillons fortement cette méthode. Il convient ici de souligner combien il est inutile et contre-productif d'adresser à un professeur spécialisé en système d'information un projet de recherche en finance et réciproquement. Avant de prendre contact avec un professeur, l'étudiant doit aller visiter le site internet de ce dernier et étudier ses travaux. Très souvent, le processus de déclenchement de la thèse comporte les 4 étapes mentionnées plus haut. Mais chacune de ces étapes est répétée plusieurs fois et ces étapes sont en interaction mutuelle. Souvent, le candidat thésard fait une première définition du sujet, puis une petite exploration de la littérature ou quelques petits contacts avec des experts, des praticiens ou d'autres membres d'organisation montrent qu'il oublie des aspects essentiels. Ceci le conduit à modifier le sujet. Puis vient une première tentative pour élaborer un projet qui montre que le sujet est beaucoup trop vaste. Le sujet est alors revu, peut-être aussi à la suite de premières réactions d'une personne à qui on a montré le pré-projet. Souvent d'ailleurs, le sujet de thèse et le projet sont en partie élaborés en tenant compte des travaux ou des marottes du directeur de recherche auxquels on pense éventuellement montrer le projet. À un moment ou à un autre, un projet un peu construit est transmis à un directeur de recherche avec lequel on entame une discussion solide. Là encore, le sujet et le projet sont éventuellement modifiés en fonction des convictions du futur thésard, des convictions du directeur de recherche et en fonction de l'évaluation que ce dernier fait des opportunités et des risques que comporte le projet, tant du point de vue scientifique que du point de vue des perspectives professionnelles du candidat s'il va avec succès jusqu'au bout de son projet de thèse. Parfois, dans la discussion, le directeur de thèse contacté injectera des références à des travaux non connus du candidat ou des conseils méthodologiques. Cependant, le candidat ne doit pas s'attendre à ce que le directeur de thèse effectue pour lui ce travail essentiel qui consiste à élaborer un projet de thèse. Nous rappelons que le seul auteur dont le nom figure sur la thèse est le thésard. C'est donc à lui d'effectuer le travail dont il revendique ensuite la propriété. Donc, pour résumer tout ça, le processus de déclenchement de la thèse est itératif, interactif, nourri de quelques lectures de travaux de recherche et de quelques contacts avec des terrains, nourri aussi des contacts avec des thésards et d'autres chercheurs. Le processus comporte des essais, des erreurs, des ajustements et des mises en cohérence. Normalement, il doit converger en quelques mois si le processus ne converge pas assez rapidement vers un projet de thèse, qu'on tourne en rond et qu'on reste dans la confusion au bout de 3 ou 4 essais, alors la solution la plus sage est sans doute d'abandonner l'idée de faire une thèse. Il est donc important qu'une personne qui veut s'inscrire en thèse en novembre commence à y travailler dès le mois de mars de la même année, dernier délai. Il est souvent utile de commencer presque un an à l'avance si on a une certaine intention de se lancer dans une thèse. Si le projet se précise assez rapidement, il est possible que l'année du master permette déjà de prénégocier avec un futur directeur de thèse et d'effectuer une partie de la recherche doctorale. Prénégocier avec un futur directeur de thèse, c'est obtenir de sa part l'engagement moral d'être prêt en thèse si on a des résultats suffisants en master. La deuxième chose, commencer très en avance permet aussi éventuellement de constater qu'on a un sujet sur lequel on est très convaincu, mais que les directeurs de recherche les plus proches ne veulent pas s'engager. On dispose alors de temps pour chercher un autre directeur de recherche. La troisième chose, l'avance est indispensable pour pouvoir être candidat à des allocations de recherche. Les décisions étant souvent prises en juin, certaines bourses demandent même un dépôt de candidature en février ou en mars pour la rentrée de septembre.
On ne peut que souligner que le master recherche est pratiquement une année préparatoire à l'inscription en thèse. Pour les autres, l'inscription directe en thèse sans le préalable du master de recherche conduit généralement à un échec décevant tant pour l'étudiant que pour le directeur de recherche. Et donc, la vie du thésard est rarement un long fleuve tranquille. Le sujet de recherche initial et le projet de recherche initial ne sont que des cahiers des charges à respecter s'il n'y a pas d'imprévu. Et dans l'immense majorité des thèses, il y a des imprévus. Parfois apparaissent des opportunités qu'on ne peut saisir qu'en modifiant en partie le sujet de thèse ou la méthodologie. De façon assez fréquente, il arrive que le thésard constate qu'il a trop de données pour pouvoir les traiter ou les présenter complètement. Et donc, dans ce sens, il n'y a pas, à notre connaissance de méthode générale, on est souvent conduit à ce qu'on appelait un bricolage intelligent. Pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple du thésard. Un thésard qui est prévu de recueillir des données sur la gestion internationale de la ferme avec 6 entretiens par entreprise dans 2 entreprises. Si au bout d'un an, le thésard a ces 6 entretiens dans 3 entreprises et 4 autres entreprises qui lui ont accordé entre 2 et 4 entretiens, mais qu'il y a aussi une entreprise où il a déjà réalisé 8 entretiens et où il y a des propositions pour en faire plus. Alors le thésard et le directeur de thèse peuvent être amenés à penser qu'il sera trop difficile de maintenir le protocole de recherche initialement prévu, mais que par contre il est envisageable d'essayer de faire le forcing pour avoir au moins 1 ou 2 entreprises avec une dizaine d'entretiens qui constituent des cas plus riches. La partie empirique de la thèse comportera alors 4 cas normaux et des gros cas. Certes, ce design de recherche est a priori moins percutant, mais si les choses fonctionnent, alors la thèse est sauvée. Une fois de plus, l'essentiel dans une thèse est de pouvoir être soutenu. Donc voilà, prolonger le processus doctoral n'est souvent pas un gage d'amélioration du produit final. La thèse n'est plus aujourd'hui l'œuvre d'une vie. Ce n'est qu'un moment dans un processus de recherche et de publication qui se poursuivra après la soutenance. Nous savons trop quels sont les dégâts personnels familiaux engendrés par les thèses non terminées pour ne pas insister sur ce point. Voilà, je termine cet épisode et je vous dis à bientôt. Je vous remercie.